Oui, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions pour lundi là? Est-ce que vous avez des questions? Douala Yaoundé Baranté. Est-ce qu'il y a des questions? Hein? Ok. Bon, je n'ai pas le support de tout. Vous n'êtes pas dans le groupe. Mais comment est-ce que vous êtes inscrit dans le groupe? Ah, comment ça peut se faire, madame? Oh. Hein? Tout le monde s'inscrit dans le groupe. Dès qu'il y a un fichier, on balance seulement, on partage. Hein? Qui n'a pas reçu? Vous inscrivez-vous dans le groupe, s'il vous plaît, avec M. Gamé. D'accord? Il y a les groupes WhatsApp là. On balance ça directement. À Douala Yaoundé, est-ce que tout le monde a reçu les fichiers? Pas encore. Pas encore? Oui. Est-ce que vous êtes inscrit dans les groupes? Mais il faut demander à vos coordonnateurs de vous inscrire dans les groupes. Dès qu'il y a des fichiers, on met directement dans les groupes et tout le monde partage. Ok, sinon, est-ce qu'il y a des questions alors? Oui? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question? Aucune question pour l'instant? Oui, monsieur. Bon, ok. Ça veut dire que c'est bien. Ok, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que c'est bon. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va donc continuer. Alors, donc, je rappelle donc que la dernière fois, on a introduit le cours et on a globalement précisé ce que c'est que la RDM, les hypothèses de la RDM, et ensuite, nous avons établi les équations fondamentales. Voilà. En particulier, les modes de sollicitation à partir des éléments de réduction du visseur. Donc, c'est ça, en réalité, qui peut être considéré comme la conclusion de ce premier chapitre d'introduction. C'est ce tableau. Voilà. Ce que c'est que un visseur d'abord, les éléments de réduction d'un visseur et la nomenclature des sollicitations à partir des différentes valeurs. D'accord? Voilà, traction simple, cisaillement pur, torsion, flexion pure composée, flexion simple. Hein, ainsi de suite. Bien. Alors, avant de continuer, nous devons voir les caractéristiques géométriques de section droite. Donc, oui. Hein, question? S'il vous plaît, vous faites trop de bruit. Les caractéristiques géométriques de section droite. Nous allons manipuler certaines caractéristiques et il faut définir ces caractéristiques et vous devez savoir également les calculer. Premièrement, qu'est-ce qu'on appelle un moment statique d'une section? Le moment statique d'une section droite est défini par rapport à un axe. J'ai une section droite ici et là j'ai un axe delta. Le moment statique de la section droite S par rapport à delta, c'est la somme de R fois ds. Où ds, c'est l'élément de surface élémentaire et R, c'est la projection
de M, qui est le centre de DS, sur la projection horizontale orthogonale sur delta. Voilà. Donc, le moment statique est la somme donc de R, DS, où DS est l'élément de surface. Voilà. Maintenant, on définit également ce qu'on appelle le centre de gravité. Le centre de gravité d'une surface est défini à partir du moment statique. Et par définition, S multiplié par XG, si j'appelle ici G le centre de gravité, XG et YG sont les coordonnées du centre de gravité dans le système d'axe XY. Alors, le moment statique de la section par rapport à Y est égal à S fois XG. Donc, c'est égal à la somme de X de S. De la même manière, le moment statique de la surface par rapport à l'axe des X, c'est S fois YG, c'est-à-dire la somme de Y de S. Ça, ce sont les définitions. Donc, vous devez simplement les apprendre. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc le centre de gravité. Alors, le moment statique d'une section par rapport à un axe qui passe par le centre de gravité est nul, par définition. Donc, si je veux trouver le moment statique de cette section droite par rapport à ces axes, tout axe qui passe par le centre de gravité, le moment statique là est nul. Bon, ça on peut le démontrer. Hein. C'est pas quelque chose de compliqué. Et si un axe passe par le centre de gravité d'une section droite, on dit que l'axe est central. D'accord? On parle d'axe central. Absolument. Parce que ça passe par le centre de gravité. Alors, si une surface est décomposable en figure simple, alors on peut écrire que S fois XG est égal à la somme de SI fois XGI. Et S fois YG est égal à la somme de SI fois YGI. Bien. Il y a un exemple d'application là sur lequel on va revenir une fois que j'aurai exposé tout le cours. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le moment quadratique ou bien le moment d'inertie? Alors, comme pour le moment statique, le moment d'inertie se définit par rapport à un axe. Donc, le moment d'inertie de cette surface par rapport à l'axe delta, c'est la somme de R carré ds, où R est la projection orthogonale de M, qui est le centre de la surface élémentaire sur delta. Absolument. Donc, je peux calculer pour cette surface le moment statique par rapport à l'axe des X. Donc, c'est la somme de Y carré fois ds. De la même manière, je peux calculer le moment statique par rapport à l'axe le moment d'inertie, pardon, par rapport à l'axe des Y, c'est la somme des X carré ds. Donc, il faut faire attention ici. Parfois, vous confondez. Quand je calcule le moment par rapport à l'axe des X, je fais la somme des Y. Hein, d'accord? Si je calcule le moment par rapport à l'axe des Y, je fais la somme des X. Donc, parfois, vous confondez. D'accord? Voilà. Et donc, ici, si je dis que R carré est égal à X au carré plus Y carré, c'est-à-dire R, c'est cette distance-là. Voilà. Alors, on va dire que I0, qui est égal à R au carré ds, c'est en réalité Ix plus Y, on va appeler cela le moment polaire. Absolument. Et maintenant, les différents théorèmes de Huygens, il y en a deux principalement. Il y a le théorème du moment statique et le théorème du moment dynamique, du moment quadratique, pardon. Que dit le théorème du moment statique? Le moment statique d'une section droite par rapport à un axe quelconque est égal au moment statique par rapport à un axe qui passe par son centre de gravité, ajouté du produit de l'aire de la section par la distance entre les deux axes. Absolument. Donc, cela veut dire que si je veux calculer le moment statique par rapport à Y, donc c'est le moment statique par rapport à YG, par rapport à l'axe parallèle qui passe par le centre de gravité, augmenté de l'aire de la surface par
la distance entre les deux axes. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le théorème du moment statique. Voilà, bon, ça, je ne démontre pas, hein. Bon, c'est pas compliqué à démontrer. Puis, de toutes les façons, le plus important pour vous, c'est de retenir ceci et de l'appliquer dans les TD. C'est ça le plus important. Donc, même s'il faut retenir ça par cœur, il faut retenir ça par cœur. Parce qu'à votre niveau, on ne peut pas expliquer que vous ne savez pas ce que c'est que le théorème du moment statique. OK? Alors, le deuxième théorème, c'est... Ah, ça, je l'ai même démontré. OK, bon. Tant mieux. Non, je n'ai pas démontré. J'ai simplement mis la solution. Donc, si je veux calculer le moment statique par rapport à delta, c'est le moment statique par rapport à delta prime, tel que delta prime passe par G, tel que delta prime soit un axe central, plus S multiplié par D. D étant la distance entre les deux axes. Bon, pour ça, c'est très simple. Il suffit d'écrire la définition. Hein. Ce n'est pas compliqué. Hein. Il suffit de réécrire cette définition-là. D'accord? Bien. Maintenant, le théorème de Huygens, c'est le théorème du moment dynamique, du moment quadratique. C'est pareil. Le moment d'inertie d'une section droite par rapport à un axe quelconque, c'est le moment d'inertie par rapport à un axe central, on dit par rapport à un axe qui passe par le centre de gravité, c'est-à-dire un axe central, ok, parallèle, augmenté du produit de l'aire de la section par le carré de la distance entre les deux axes. Absolument. Donc, cela veut donc dire que I delta, c'est I delta plus S fois D carré. Hein, toujours par rapport à cette figure-là. Toujours par rapport à cette figure. Si je veux calculer le moment d'inertie de cette section par rapport à l'axe delta, je prends le moment d'inertie par rapport à l'axe delta prime, qui est un axe central et parallèle à delta, plus l'aire de la section droite fois le carré maintenant de la distance entre les deux axes. Ces deux théorèmes-là sont à retenir. Si vous devez les réciter, vous devez les réciter. Parce qu'on va utiliser ça de façon abondante dans le TD. Maintenant, le moment produit. Alors, le moment produit par définition, c'est la somme des x, y, ds. On appelle également cela le moment quadratique composé. Bon, il y a aussi un théorème pour ça, mais bon. Il est beaucoup moins utilisé que les deux autres. Donc, c'est toujours pareil. Donc, si j'ai deux systèmes d'axes ici qui sont parallèles, XY et X', alors IXY est égal à IX'Y' plus S que multiplie XG fois YG. Voilà. Alors, si de plus, les axes sont des axes de symétrie, alors les moments produits sont nuls. Si les x là sont des axes de symétrie, alors le moment produit est nul. À ce moment-là, IXY sera tout simplement égal à S fois XG, Absolument. Alors, maintenant, les moments quadratiques par rapport à des axes courants. Alors, quel est le problème qui est posé ici? J'ai une surface S. Alors, j'ai trouvé par exemple le moment d'inertie par rapport à X et par rapport à Y. Maintenant, je fais tourner le système d'axe XY d'un angle θ. Et la question est de trouver le moment d'inertie de cette même section par rapport à X' et Y', tel que le système X, Y soit X', Y' soit déduit de XY par une rotation globale d'axe d'angle θ. C'est ça la problématique ici. On appelle donc ça le moment quadratique. Hein, par rapport à des axes concurrents. Hein, concurrents. Comment? Concurrent, ça veut dire quoi? Hein? Qui se coupe, voilà, qui se coupe. Et ici au centre du repère, absolument, qui se coupe en M. Absolument. Donc on montre que quand c'est un système d'axe comme ça, la rote, il y aura une position θ telle que
les axes, les moments d'inertie par rapport à ces deux axes-là seront extrêmes. C'est-à-dire un minimum et l'autre maximum. À ce moment-là, ces axes seront dits des axes principaux. Donc, un axe principal, c'est un axe par rapport auquel le moment d'inertie est extrême, soit minimum, soit maximum. Donc, si en plus, ces axes-là passent par le centre de gravité, on va dire que ce sont des axes centraux principaux. Donc, axe central, ça veut dire que l'axe passe par le centre de gravité. Axe principal, ça veut dire que le moment d'inertie par rapport à cet axe est extrême, soit maximum, soit minimum. Est-ce que tout le monde comprend ça? Oui? Oui, question? Tout le monde a bien compris les définitions des axes, soit les axes centraux, soit les axes principaux? Axe central, ça veut tout simplement dire que l'axe passe par le centre de gravité, c'est tout. Axe principal, ça veut donc dire que le moment d'inertie par rapport à cet axe-là est extrémal, c'est-à-dire soit maximal, soit minimal. Bien. Et maintenant, comment est-ce qu'on calcule donc ces inerties max et min? On montre que quand le système d'axe mx', y', le voilà, mx', y', tourne autour de m, il existe un angle θ tel que le moment d'inertie par rapport à S, ok, soit extrême, c'est-à-dire l'un max et l'autre min. Voilà. Et ces inerties sont alors données par ces formules-ci. Voilà. I max, c'est ix plus iy sur 2, plus racine carrée de ix moins iy sur 2 au carré, plus ixy, le tout au carré. Pour le min, au lieu de plus, vous prenez moins. Absolument. Et maintenant, alors, l'angle θ correspondant est égal à, est tel que tangente de 2θ est égal à moins 2 fois xy sur x moins iy. Je ne fais pas les démonstrations parce que le plus important, c'est de retenir ceci. De retenir ça. Même ces formules-ci, bon, si normalement, si c'est un problème, on peut toujours rappeler ces formules. Le plus important, c'est de savoir pourquoi on calcule et comment on fait le calcul. Voilà. Alors, premier coup, c'est quand on veut trouver les axes centraux. Deuxième coup, c'est quand on veut trouver les axes centraux principaux. Absolument. OK. Bien. Alors, donc, j'ai préparé un petit TD pour ça. Donc, c'est pour ça que normalement, vous avez aussi ce fichier-là. Bon, alors, trouver le centre de gravité de figure simple. Bon. Alors, un rectangle, voilà, un carré. Bon, ici, c'est simple, puisque comme ces figures ont des axes de symétrie, bon, c'est le concours des axes de symétrie, bon, ça on peut montrer. Alors, ici, c'est déjà un peu plus compliqué. Ça, c'est un trapèze. OK. Les deux hauteurs sont A1 et A2 et la base est B. Alors, je vous demande de trouver le centre de gravité de ceci en fonction de A1, A2 et B. OK. Donc, si une figure possède un axe de symétrie, le CDG, évidemment, appartient à cet axe de symétrie. Alors, calculez les centres de gravité d'un quart de cercle, d'un demi-cercle, d'un triangle. Bon, pour le triangle, on connaît déjà la réponse. On sait que le centre de gravité est à A tiers et puis B tiers. Mais à partir de la base, si c'est à partir de ce sommet, c'est 2 A tiers et 2 B tiers. Okay. Ça, vous pouvez le montrer. Bon, pour ceci, je ne vous donne pas les résultats, je vous demande de chercher un peu. OK. Quel est le centre de gravité de cette parabole? De cette figure parabolique, voilà, où A est le sommet de la parabole. Là, vous cherchez un peu. Alors, pour ce TD, je prends une
surface triangulaire simple. La base est A et la hauteur B. Montrez que le moment d'inertie de cette surface par rapport à cet axe delta qui passe par la base est égal à B fois H au cube sur 3. Si delta était parallèle plutôt à B, ce serait donc plutôt B fois, ce serait plutôt H fois B au cube sur 3. Montrez également que le moment d'inertie de cette surface par rapport à un axe central, parce que ici justement c'est un axe central, est égal à B fois H au cube sur 12. Okay. Si l'axe était central, mais plutôt parallèle à H, ce serait plutôt H fois B au cube sur 12. Démontrez-moi tout cela. C'est pas compliqué. C'est bon. Des questions jusque-là? Oui? Non, pas de question. Tout est propre. Hein? Hein? Vous comprenez rien? Vous comprenez rien? Voilà. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Hein? Depuis le début? Donc je reprends à partir du début? Bon, ok, reprenons, c'est pas grave. Hein? Reprenons, c'est pas compliqué. Donc, depuis le début, ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord les définitions. Mais le centre de gravité, vous avez vu le centre de gravité depuis la seconde quand même. Vous ne pouvez pas dire que vous ne comprenez pas ça. On a vu le centre de gravité depuis la seconde, ce qu'on appelait le centre de masse. C'est pas ça? Mais alors comment vous dites que vous ne comprenez pas ça? Bon, ici on définit peut-être un peu mathématiquement, c'est tout. Hein? D'accord? Mais l'essentiel est toujours là. D'accord? Ok? Le centre de gravité est déduit du moment statique. Voilà la définition. Voilà. On définit le centre de gravité à partir du moment statique. Le centre de gravité de coordonnées xg, yg est tel que, pour xg, le moment statique par rapport à y, c'est s fois xg. Le moment statique par rapport à x, c'est s fois yg. Ensuite, maintenant, si un axe passe par le centre de gravité, on dit que cet axe-là est central. Et le moment statique par rapport à un axe central est nul, par définition. Hein, d'accord? Si on dit qu'un axe est central, ça veut dire que le moment statique par rapport à cet axe-là est nul. À partir de là, maintenant, on parle de moment quadratique au moment d'inertie. Bon, c'est pareil, la définition. Au lieu d'avoir des x, on a plutôt des x carrés. D'accord? Voilà. Voilà. Ensuite, il y a le moment produit. Okay. Ensuite, les trois théorèmes de Huygens. C'est ça qu'il faut retenir. Les trois théorèmes de Huygens. Le théorème de Huygens pour le moment statique. Le théorème de Huygens pour le moment quadratique. Le théorème de Huygens pour le moment composé. C'est-à-dire le moment produit. À partir de là, on trouve donc le moment, les axes principaux. Les axes principaux, la particularité. Alors, pour le théorème de Huygens, le problème, c'est qu'on a les moments par rapport à des axes qui sont parallèles. Hein, d'accord? Par exemple, ici, là, regardez. Hein, ok, ici, les axes delta et delta prime sont des axes parallèles. D'accord? Donc, le théorème de Huygens concerne des axes parallèles. Ok? Alors que ici, nous sommes dans le cas des axes concurrents. Les axes. Et on montre donc à ce moment-là, alors, l'inertie par rapport à les inerties par rapport à un axe sera donc maxi et l'autre mini. On dit que ce sont des axes principaux. Si en plus ils sont centraux, ils seront alors dits centraux principaux. Petit exemple de calcul. Prenons cette figure-ci. Cette figure, c'est une cornière. Tout le monde sait ce que c'est qu'une cornière.
Inconnu. Bon, donc, allez à la quincaillerie. Hein? Allez à la quincaillerie. Hein? Quand on fait les fenêtres italiennes. Donc, tout le monde sait que c'est le cornier. Le cornier, c'est quoi? À Douala Yaoundé là. La cornier, c'est quoi? Je ne connais pas. Bon, d'accord. C'est ça que j'étais en train d'expliquer. Maintenant, vous bavardez, vous ne comprenez pas. Bon, une cornière, donc, c'est un profilé métallique. Hein, c'est un profilé métallique. Donc, vous allez regarder même vos fenêtres métalliques là. Bon, généralement, le cadre est fait avec une cornière. D'accord? Regardez bien. D'accord? C'est un profilé métallique. D'accord? Qui est comme ça là, sous forme de L. Sous forme de L. Alors, donc, ici, on a une cornière. Les ailes, A-I-L-E-S, les ailes, ça ce sont les ailes de la cornière, les deux ailes. Ici, les ailes, comme c'est 60 et 80, on va donc dire que c'est une cornière à ailes inégale. Parce qu'il y a d'autres cornières qui sont à ailes égales, c'est-à-dire que la longueur des ailes est la même. D'accord? Voilà. Ici, c'est une cornière à ailes inégale. Voilà. Et l'épaisseur de la cornière, c'est 7. Les longueurs des ailes sont 60 et 80. Alors, on nous demande, premièrement, de déterminer le centre de gravité de cette cornière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, je dois déterminer. Ici, nous allons utiliser le théorème suivant lequel, comme cette figure est composée de figures simples, d'accord, je peux diviser cette figure-ci en 1 et 2. 1, c'est donc cette aile-ci, avec donc, ce sera donc un rectangle de 7 x 80. La deuxième figure, c'est aussi un rectangle. Et ses dimensions, c'est combien? C'est 7 fois 60 moins 7, c'est-à-dire 53. Absolument. Bien. Comme ces figures-ci sont des figures simples, j'ai donc les centres de gravité des figures élémentaires. C'est-à-dire ici, G1 et G2. Ici, G1. OK. Cette distance-ci, c'est combien? 3,5. Et cette distance-ci, c'est combien? 40. OK. G2, cette distance-ci, c'est combien? 53,5. 53,5. Et cette distance-ci, c'est combien? C'est-à-dire 3. 3,6. Donc, maintenant, à partir de là, je peux appliquer ce théorème. Je peux appliquer ce théorème, à savoir que quand une figure est composée de figures simples, alors le centre de gravité est égal à la somme de SI fois XG. Pareil pour Y. Donc ici, je peux dire que XG est égal à la somme de SI. XG, il le tout sur S. Pareil pour Y. Y, ça va faire la somme de SI, YG, I sur S. Bon. Pourvu donc que je me fixe un repère et je compte donc mes X et mes Y à partir de là. D'accord? Alors ici, votre camarade a mal fait son schéma. Parce que quand vous voyez ce schéma, si vous avez l'impression que G là, c'est la résultante de G1 et G2. Mais ça, c'est complètement faux. C'est pour ça que j'ai repris ce schéma-ci ici. D'accord? G, ça n'a rien à voir avec G1 et G2. Pas du tout. D'accord? Ok. Bon, mais sinon, pour le calcul, bon, c'est simple. Pour le calcul, c'est simple. Donc, je vais calculer S1, c'est combien? Absolument. S2, c'est combien? Absolument. XG1, le voici. D'accord? XG1. Alors, on dit que, voilà, voici l'axe des X. D'accord? Donc, je prends X de G1. D'accord? OK? X de G2, c'est combien? Ah non, là, il faut faire attention. Et parce que je calcule tous les X à partir d'ici. Donc, ça veut donc dire que X de G2, c'est cette distance-ci.
C'est-à-dire, ça va faire 7 plus 1, 53,5. Alors là, il faut faire attention. Hein, d'accord? Parce que tu calcules par rapport à cet axe-ci. D'accord? Voilà. Alors, YG1, voici l'axe des Y. YG1, c'est combien? Ça fait donc? Absolument. YG2, ça fait 3,5. Absolument. Donc, ça veut donc dire que X fois SG est égal à S1, XG1, plus S2, XG2. Ça veut donc dire que XG, ça va faire S fois XG1, plus S1 fois XG1, pardon, plus S2 fois XG2, le tout sur S. XG1, S1, nous l'avons calculé. XG1, le voilà, il est là. Plus S2, le voici. XG2, le voilà. OK? Divisé par S. S, c'est la somme de S1 et S2. Trouve donc ça. Voilà. Pareil pour. D'accord? Okay. Donc, après, donc, vous voyez donc que ici, voici la position du centre de gravité. Tel que YG soit égal à 25,47, tout ça est en millimètres, évidemment. Hein, d'accord? Tout ça, ce sont des millimètres. Tandis que XG, lui, XG, alors où est-ce que j'ai côté XG? Le voici. Tandis que XG est égal à 15,06. D'accord? Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que le centre de gravité n'appartient pas à la matière. Voici la matière. Et vous voyez que le centre de gravité est hors de la matière. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un centre de gravité qui est dans la matière. Donc, regardez ce cas de la cornière là, d'accord? Vous voyez un centre de gravité qui est hors de la matière. Ça, c'est donc, on va donc dire que voici les axes centraux de la cornière. Les axes centraux, c'est quoi? Voici Gx' et voilà Gy'. D'accord? Ok. Est-ce que tout le monde a compris le calcul? C'est pas compliqué. Hein? On peut évoluer? Ok. Merci. Maintenant, je dois calculer les moments d'inertie. Les moments d'inertie par les axes centraux. C'est-à-dire IX' et Y'P'. Alors, bon, là, c'est là où il faut être vraiment minutieux pour ne pas se tromper. La première chose, on répète d'abord le théorème de Huygens. Je suis en train de chercher quoi? Je cherche un moment quadratique, c'est-à-dire un moment d'inertie par rapport à un axe quelconque. C'est le moment d'inertie par rapport à un axe central parallèle, plus l'aire de la section doit augmenter du carré fois le carré de la distance entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que si je veux calculer I par rapport à X', bon, comme c'était une composition de surface, je vais donc dire que c'est d'abord I par rapport à X' de 1 plus I par rapport à X' de 2. Okay. Je prends d'abord 1. I par rapport à X' de la surface 1, c'est quoi? C'est I par rapport à son axe central, c'est-à-dire par rapport à ceci, augmenté de l'aire de ceci plus le carré de cette distance-ci. Tout le monde comprend ça? Donc, ça veut donc dire que quand je vais calculer I de X', voilà. Voilà. Quand je vais calculer I de X', voilà, ça va donc faire, voilà, I de X', ça va faire, donc prenons donc le premier, ça va faire quoi? C'est-à-dire, par exemple, I par rapport à X', ça va faire quoi? Donc, ça va faire donc, pour le premier, ça va faire I par rapport à ceci. Donc, ça va faire quoi? Donc, comme c'est un axe central, c'est B fois H au cube sur 12. C'est-à-dire, ça va faire ici 7 fois 80 au cube sur 12.
D'accord? Ça, c'est l'inertie, mais par rapport à cet axe. Ce n'est pas encore l'inertie par rapport à celui-ci. Bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter, d'accord? Je dois ajouter l'aire de la section. L'aire de S1, c'est combien? On a déjà vu ça tout à l'heure, on a calculé, c'est 560. Multiplié par le carré de la distance entre les deux droites. Donc, cette distance-ci. Alors, cette distance-ci, c'est combien? C'est 40 moins... Absolument. Oh, d'accord. Alors, ok, bonne question. Quand l'axe passe par une base, c'est-à-dire si par exemple ici, je voulais calculer le moment par exemple par rapport à ça. Hein? Alors là, on a déjà fait ça. D'accord? Voilà. Si je voulais par exemple calculer I par rapport à l'axe par exemple des X ou des Y, pour celui-ci, je devais prendre B fois H au cube sur 3, puisque l'axe passe par une des bases du rectangle. D'accord? Voilà. Ici, comme cet axe-ci passe par le centre de gravité, c'est B H au cube sur 12. Donc ça, c'est pour la première surface. Pour cette surface-ci, c'est pareil. Je veux toujours calculer B par rapport à l'axe des X. Ici, ça va faire quoi? Ça va faire toujours la base fois H au cube sur 12, puisque je vais d'abord prendre l'inertie par rapport à cet axe-ci. OK? Donc le voilà. D'accord? OK? Donc ici, le B ici, c'est 53. Multiplié par 7 au cube sur 12. Absolument. Alors, le voilà. Mais attention, après, il faut ajouter quoi? Il faut ajouter cette surface multipliée par la distance entre les deux axes. La distance entre les deux axes, c'est quoi? C'est cette distance-ci. C'est-à-dire 25,45 moins... Non, moins 3,5. Le tout au carré. Absolument. Le voilà. Le voilà. OK? Voilà. Et on calcule, on trouve donc ceci. Bien. Par rapport à Y', c'est exactement pareil. Par rapport à Y', c'est exactement pareil. Alors, si je veux trouver le moment d'inertie par rapport à cet axe-ci, je prends donc le moment d'inertie par rapport à ça. Alors là, maintenant, il faut faire attention. Ici, la base, c'est plutôt 80. Donc là, ça va faire plutôt 80 fois 7 au cube sur 12. Absolument. Donc le voilà. Voilà, le voici. Hein, d'accord? Donc c'est plutôt 80 fois 7 au cube sur 12, plus la section multipliée par le carré des deux distances. Le carré de la distance, c'est quoi? C'est-à-dire la distance, la distance entre ceci et ça. C'est ça? D'accord. La distance entre les deux, là, c'est combien? Ben, c'est 15,05 moins 3,5. Absolument. Donc, c'est ça. Au carré. Plus, de l'autre côté, alors là, ici encore, il faut faire attention. Je prends le moment par rapport à cet axe-ci. Donc, ça va faire plutôt ici 7 fois 53 au cube sur 12. Voilà. OK. Plus le carré de la distance entre les deux. Donc, c'est le carré entre quoi? C'est ce carré-ci qu'il faut prendre. Or, cette distance-ci, c'est quoi? C'est 7 plus 53 tiers, 53 demi, pardon, moins 15,05. Absolument. C'est exactement cela. Voilà. Donc, c'est ça, 33,5 moins 15,45 au carré, fois sa surface. Et on trouve ça. Oui? Non, c'est la même chose. On dit d'ailleurs parfois moment quadratique d'inertie, mais bon, c'est une tautologie. On dit moment d'inertie ou moment quadratique. Quadratique, pourquoi? Parce que c'est carré. Hein, dans la définition, c'est le R carré. C'est un moment quadratique par rapport au moment statique. D'accord? Bon, ici, le moment produit est simple. Bon, parce que les axes sont des axes, en réalité, les axes ici, ce sont des axes de symétrie.
Donc, ça veut donc dire que si je prends les axes par rapport par rapport aux axes centraux, puisque les axes centraux sont des axes ici de symétrie, donc les moments produits seront nuls. À ce moment-là, ce qui va rester donc dans le moment produit, c'est juste donc ceci. D'accord? Donc, c'est S multiplié par XG, YG. Voilà. OK? Ça, c'est pour le premier. Donc, ça, c'est S1 multiplié par XG1, YG1, plus S2 multiplié par XG2, YG2. Tout ça. OK? Voilà. Et là, on trouve également ça. Maintenant, ça, c'est la deuxième question. Maintenant, la troisième question, c'est de trouver les axes centraux principaux et de les positionner. Il faut trouver maintenant les axes centraux principaux et de les positionner. J'ai déjà la position du centre de gravité. Ce qui est donc sûr, c'est que ces axes-là, ce sont des axes centraux. Mais maintenant, pour qu'ils soient principaux, il faut que je les fasse tourner jusqu'à avoir la position de θ qui donne le moment max et le moment min. Or, j'ai déjà les formules. Donc, je calcule tout simplement. D'accord? Je calcule tout simplement. Je dis donc que l'angle θ est tel que 2θ soit égal à, en tout cas en valeur absolue, parce que là-bas il y a le moins, est égal à 2 fois ix, y sur ix moins y. Alors, on peut revenir à la formule pour que tout le monde le voit. Le voilà d'ailleurs, voilà. OK. Donc, c'est parce que, bon, positif ou négatif, peu importe. Donc, en réalité, ça, c'est en valeur absolue. D'accord? Ça, c'est en valeur absolue. OK. Donc, là, tout le monde voit donc que voici donc l'angle θ. Voilà. On trouve donc que tangente θ, donc, ça va faire donc 2 fois ixy sur ix moins y. Et on trouve donc à ce moment-là, tangente de 2θ, c'est 1,6. Ça veut donc dire que 2θ, c'est donc quelque chose comme 58 degrés. 58 degrés. Donc, θ, c'est 29 degrés à peu près. Donc, vous positionnez donc θ. θ, si c'est égal à 29 degrés. À ce moment-là, quels sont les moments centraux principaux? Ben, vous revenez sur ces formules-ci et vous les calculez. Voici les valeurs des moments centraux principaux. Voici I max et voici I min. I max, c'est Ix prime. D'accord? Puisque c'est X prime et Y prime que nous faisons tourner. C'est X prime, c'est Gx prime et Gy prime que nous faisons tourner en Gx seconde et Y seconde pour trouver donc les moments centraux principaux. OK? Donc, ça veut donc dire que je vais donc avoir I max qui serait égal à Ix prime plus ici Y prime sur 2 plus, voilà, Ix prime moins Y prime sur 2, le tout au carré, plus IY, X, le moment produit au carré. Donc, vous faites le calcul et vous faites ça. Voilà. Et si vous faites le calcul, même chose, au lieu de mettre plus ici, vous mettez moins, vous allez trouver ça. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez que le rapport entre les deux ici, c'est combien? Entre 732 000 et 155 000. Vous voyez que le rapport, c'est presque 5. Hein? D'accord? Le rapport là, c'est presque 5. Donc, I max est presque 5 fois I min. D'accord? On va donc dire que les axes X seconde et Y seconde sont des axes centraux principaux. Tandis que les axes X et X' et Y', ce sont des axes centraux simples. Ils sont des axes centraux simples, mais pas des axes centraux principaux. Voilà. Bon, voilà, ici, j'ai repris donc ceci comme vous avez posé la question. C'est-à-dire que si je voulais trouver, par exemple, plutôt IX, si je devais trouver IX, par exemple, donc ça veut donc dire que vous voyez que ici, IX ici, X1, non, IX, c'est ça, ok. IX ici. Vous voyez que ici, X touche les deux bases. D'accord? Ça touche la base ici, c'est la touche la base ici. Donc, IX1, c'est quoi?
Ben, c'est ça. D'accord? Donc, c'est la base, c'est-à-dire 7 fois 80 au cube, mais plutôt sur 3. OK? Voilà. Plus, ici, c'est pareil. Hein? Ça passe toujours par la base ici. Donc, ici, ça va faire quoi? Ça va faire plutôt 53 fois 7 au cube, toujours sur 3. Par contre, pour Y, vous voyez que ici, Y ne touche que la figure 1. Y ne touche pas la figure 2. Donc ici, il faut faire attention. Si je veux calculer IY, ça va faire plutôt. Pour le premier, il n'y a pas de problème, ça touche la base. Donc ça va faire ici B fois 7 au cube sur 3. Absolument. Plus. OK? Alors maintenant, pour celui-ci, comme ça ne touche pas la base, donc il faut que j'utilise un Y quelque part. D'accord? Prendre ce qui passe par là, plus maintenant alors cette distance-ci. D'accord? Voilà. Alors, pour celui-ci, c'est simple. Donc, ça va faire 7 fois 53 au cube sur 3. Là, sur 12, par contre, c'est sur 12, là, parce que ça passe par le centre de gravité, plus la section, c'est-à-dire 7 fois 53 multiplié par cette distance-ci. Or, cette distance-ci, c'est exactement ce que nous avons dit, c'est 7 plus 1, 53 demi au carré. OK? Donc, voilà un peu ce qu'on appelle donc les caractéristiques géométriques des sections droites. Bon, nous en aurons besoin dans la suite. Donc, c'était nécessaire qu'on passe par là pour poser un peu, pour certains peut-être faire des rappels. Est-ce que tout le monde a compris ces calculs-ci à Douala et à Yaoundé? Oui? Non. Les détails de calcul, qu'est-ce qui vous a échappé? Les détails de calcul. Qu'est-ce qui vous a échappé dans les calculs? Ah, rien ne vous a échappé. Bon, de toutes les façons, comme vous avez déjà les fichiers, vous allez regarder ça à tête reposée. Bon, s'il y a des choses, on revient dessus. D'accord? Voilà. Mais bon, normalement, donc, pour sortir de ce cours. Oui, au niveau du oui. Moment d'inertie produit. Moment d'inertie produit, bonne question. Moment d'inertie produit, bonne question. Alors, moment d'inertie produit. D'abord, la théorie. Alors, la théorie dit donc que, par définition, le moment produit, c'est tout simplement la somme des XY. Maintenant, d'après le théorème de Huygens du moment produit, si j'ai deux systèmes d'axes, comme ça là, qui sont parallèles, c'est-à-dire X' est parallèle à X et Y' est parallèle à Y. OK? Alors, à ce moment-là, IX, Y est égal à IX', Y' plus S que multiplie XG fois YG. Mais si les axes X' ou Y', si X' ou Y' sont des axes de symétrie, alors le moment produit est nul par rapport à l'axe de symétrie. À ce moment-là, IX, Y, c'est tout simplement S fois XG. C'est ça que nous avons appliqué ici. Puisque dans notre cas-ci, vous voyez que quand je décompose ma figure en figure élémentaire, vous voyez que ici, voilà, si je suis ici, alors là, on peut le voir même ici. Vous voyez que si je suis ici, voilà, ok, voilà. Donc, je veux calculer IX' et Y'. Pour cela, je dois passer par les moments produits par rapport aux axes centraux des figures de base. D'accord? Or, ces axes centraux sont des axes de symétrie. Donc, ça s'annule directement. D'accord? Est-ce que je n'ai pas votre question? Oui, c'est. D'accord. Bon, donc ce qu'il faut retenir ici, c'est les définitions d'abord. Qu'est-ce qu'un moment statique? Qu'est-ce qu'un moment d'inertie? Qu'est-ce qu'un moment produit? Deuxièmement, les théorèmes. Chacun de ces trois définitions a son théorème.
théorème du mouvement statique, théorème du mouvement d'inertie, théorème du mouvement composé. Ce qu'on appelle les théorèmes de Huygens. Il n'y a pas trois. Ensuite, maintenant, alors, les notions d'axes centraux, principaux, et surtout retenir qu'un axe central, c'est un axe qui passe par le centre de gravité. Et un axe principal, c'est un axe par rapport auquel l'inertie est extrémale, soit max, soit min. OK? C'est bon jusque-là? OK. On va attaquer donc l'étude de sollicitation. Oui, question? Oui? Alors, prenons la figure 1. Ces axes centraux passent par où? Ces axes centraux passent par G1, non? Or, comme c'était un rectangle, les axes centraux sont des axes symétriques. Ah, d'accord? Puisque c'est un rectangle, non? Hein? Si tu prends juste la figure 1 là, c'est un rectangle. Les axes centraux sont des axes de symétrie. Autre question? D'accord. Donc, s'il n'y a pas de question, on va entamer donc la flexion. On va donc revenir donc ici et prendre les sollicitations qui sont là, et les étudier maintenant en détail. Ces sollicitations qui ont été énumérées ici. On va les prendre une à une pour trouver d'abord les contraintes et puis les contraintes généralisées. Ou alors, à partir des contraintes généralisées, trouver la distribution des contraintes. Puisque, par définition, une fois que j'ai la sollicitation, j'ai les éléments de réduction du visseur. À partir de là, trouver la distribution des contraintes et dimensionner l'organe, évidemment. Alors, prenons donc le cas de la flexion. Pourquoi je commence par la flexion? Parce que c'est le cas le plus intéressant. Après, on va faire les autres. Bon, mais c'est des choses très simples. La flexion, c'est ce qui est le plus intéressant. D'accord? Et surtout, pour nous, c'est ce qu'on trouve le plus dans la pratique. D'accord? Dans la pratique, on trouve beaucoup plus de structures fléchies. Bien. Regardons donc le cas de la flexion. Je vais commencer par la flexion qui est la moins compliquée, c'est-à-dire la flexion pure. Donc, c'est pour ça que j'ai dit flexion pure des poutres droites. Alors, on rappeler la définition de la flexion pure. Donc, la flexion pure se définit par les éléments de réduction. On rappelle que une section droite travaille ou bien est sollicitée en flexion pure quand l'effort normal est identiquement, l'effort tranchant est identiquement nul. Le moment de torsion est identiquement nul. Les moments fléchissants, au moins un doit être non nul. Si un est non nul, on dira qu'il s'agit d'une flexion pure plane. Et si les deux sont non nuls, on dira qu'il s'agit d'une flexion pure déviée. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Ça, c'est la définition. OK. Donc, le moment peut être porté soit par X2, soit par X3, peu importe. Quand c'est l'un, on dit que la flexion pure est plane. Mais si c'est porté par les deux, c'est-à-dire c'est quelque part entre les deux, et je peux projeter ce moment-là sur X2 et sur X3, on va donc dire qu'il s'agit d'une flexion pure déviée. Bien. Évidemment, on va commencer par la flexion pure plane, c'est-à-dire qu'on considère que le moment est porté par un seul axe, soit X2, soit X3. OK. L'état de contrainte dans la section 3 a déjà déterminé en haut là-bas. On a dit que l'état de contrainte général, c'est sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 1, sigma 2, 1, sigma 3, 1. Mais comme le tenseur de contrainte est symétrique, ça veut donc dire que ceci, c'est la même chose que ça. OK. Donc ici, ça veut donc dire que
seul delta 1 est différent de C. Absolument. Ok. Bien. Maintenant, si on a donc l'état de contrainte, bon, normalement, avant d'arriver ici, on a théoriquement fini la MMC, normalement, puisque ça, là, ce sont les résultats de MMC. Donc, pour l'instant, je vais exposer, mais on va revenir dessus, ok? Bon, voilà, parce que, bon, j'ai préféré commencer ça, là, parce que, bon, il y a, par exemple, les topos qui se plaignent beaucoup, là, ils ont un peu de RDM et tout ça, là. Bon, après, sur les vibrations et tout ça, là, ils sont un peu perdus. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré un peu commencer ici, pour qu'ils voient un peu de quoi il s'agit. Mais après, je vais revenir dessus en détail dans le cours de MMC, à partir de la semaine prochaine, pour qu'on finisse d'abord le cours de MMC avant que le revient finisse ici. Bien. Alors, le tenseur de déformation est donné à partir du tenseur de contrainte par ça. C'est ce qu'on appelle donc la loi de Hooke généralisée. Ok? Ça, quand je mets les barres comme ça veut dire que ce sont des tenseurs. Ça, c'est le tenseur identité. Ça, c'est la trace du tenseur de contrainte. Ok. Donc là, votre camarade, il a bien noté ça en marge, il a bien commenté. Donc sigma kk, c'est la trace du tenseur, c'est-à-dire c'est la somme des termes diagonaux. Donc ici, si je fais la somme des termes diagonaux, c'est quoi? C'est tout simplement sigma 1. Absolument. Tenseur 1, epsilon, c'est le tenseur de déformation. Ok? Puisque nous avons dit dès le départ que nous faisons l'hypothèse des matériaux homogènes et isotropes. Donc ça, c'est la loi de Hooke qui correspond au comportement des matériaux homogènes isotropes. Bon, quand on va revenir en MMC, on va donc dire que ce matériau-là est un matériau Eli, H-E-L-I. H, c'est pour homogène, E, c'est pour élastique, L, c'est pour linéaire et I, c'est pour isotrope. D'accord? On entend des matériaux Eli, c'est-à-dire matériaux homogènes, élastiques, linéaires et isotrope. Eli. D'accord? C'est ça. Donc, si je suis donc en flexion pure, à ce moment-là, ça veut donc dire que voici le tenseur de déformation correspondant à ce tenseur de contrainte. Alors, bon, pour ça, voici le détail du calcul. Ça fait moins nu sur E. Nu sur E, nu c'est le coefficient de Poisson, E c'est le module d'ion. Bon, tout le monde connaît, on va revenir dessus de toute façon. Ok, alors ici, sigma kk, c'est donc sigma 1, 1, i, c'est le module, le tenseur identité. Voilà, donc ça, c'est ce terme-ci, plus 1 plus nu sur E fois ça. Et on trouve donc ça. Voilà. Et maintenant, donc, ce que nous voulons trouver, c'est justement la distribution des contraintes. Puisqu'ici, nous voyons qu'il y a une seule contrainte qui est non nulle. Comment est distribuée cette contrainte dans le plan de la section droite? Ok. Pour cela, donc voici déjà une hypothèse qu'on applique. Ça, c'est donc l'hypothèse de l'homogénéité et de l'élasticité de l'isotropie. Maintenant, on va voir donc une autre hypothèse, l'hypothèse de Bernoulli. Je vous ai dit dès le départ que c'est une hypothèse extrêmement importante, Ici, on va voir pourquoi. Ok. Appelons X2 et X3 les coordonnées du point P dans la section droite. C'est-à-dire que nous allons positionner P dans la section droite. Alors, regardez un exemple ici. Voilà, regardons cette figure-ci. Alors, qui se rappelle l'hypothèse de Bernoulli? Qui se rappelle ce que dit Bernoulli? Les sections planes avant déformation restent planes après. C'est-à-dire que si je suis ici, voilà. Donc, voici Bernoulli. Voici la section S' avant la déformation. Voici la section après la déformation. Donc, voici la ligne moyenne avant la déformation. Voici la ligne moyenne après la déformation. Vous voyez que la ligne moyenne avant déformation est perpendiculaire à la section droite.
La ligne moyenne après déformation est perpendiculaire toujours à la section droite. Donc, ça veut donc dire que, finalement, la déformation consiste tout simplement en une rotation autour de l'axe G. Tout le monde comprend ça? Donc, vous voyez que c'est extrêmement important. Sinon, tous les calculs qu'on fait là n'ont pas de sens. Supposez, par exemple, que cette section-ci, après déformation, n'est plus plane. Ça veut dire que quoi? Ça veut donc dire que ça, là, ça va faire ceci. Ce n'est plus plan comme ça, mais ça fait ça. C'est comme si c'était gondolé, quoi. Donc, vous ne pouvez plus mettre ça dans un plan. On dit qu'à ce moment-là, il y a eu gauchissement. Et si il y a gauchissement, tous les calculs que nous faisons là n'ont pas de sens. Parce qu'ici, on va dire que quoi? Ici, on va dire que, OK, comme la déformation finalement consiste tout simplement en une rotation, est-ce que ce point-ci va se déplacer? On va l'appeler tout à l'heure l'axe neutre. On va l'appeler tout à l'heure l'axe neutre. C'est-à-dire l'axe le point qui ne se déplace pas. Sinon, les autres sont comment? Plus je m'éloigne de G, plus la déformation est grande. Et la déformation la plus grande est où? Sur les fibres extrêmes. Donc, en quelque sorte, plus la position de la fibre est éloignée par rapport à G, plus le déplacement sera important. Et il est important comment? Il croît comment? Il croît de façon linéaire. Il croît de façon linéaire, puisque là, vous voyez que ce déplacement-ci est proportionnel à cette distance. Donc là, vous voyez que c'est extrêmement important. Si on n'avait pas cette hypothèse-là, on ne peut faire aucun calcul. En tout cas, les calculs ne pourraient pas être aussi simples. Est-ce que tout le monde a bien compris ça dans la Yaoundé, l'hypothèse de Bernoulli? Donc là, vraiment, s'il faut vraiment que je reprenne, je vais reprendre. L'hypothèse de Bernoulli dit que une section droite et plane avant déformation reste plane et droite après déformation. Ok? Voici la section S' avant déformation. Elle est perpendiculaire à la ligne moyenne. Après déformation, elle reste toujours perpendiculaire à la ligne moyenne et elle reste droite. Donc la déformation consiste tout simplement en une rotation autour du point G. Et donc, plus le point P, où nous cherchons la contrainte, est éloigné de G, plus la déformation de P sera importante. Et cette déformation croît de façon linéaire. D'accord? Alors, si la déformation croît de façon linéaire, ça veut donc dire que si les coordonnées de P sont par exemple x1 et x2, puisque dans le plan de la section droite, c'est le plan qui complète x1 dans le triade direct x1, x2, x3. D'accord? Donc ça veut dire que si ces coordonnées sont x2 et x3, alors sigma ou bien epsilon, puisque les deux sont proportionnels, donc ça va se mettre sous la forme 1a plus bx2 plus cx3, c'est-à-dire une fonction linéaire des coordonnées x2 et x3 de P, tout simplement. Voilà. Alors, si on a déjà dit ça, ça va dire que le reste après maintenant, ça reste simplement du calcul. Le reste, c'est simplement du calcul. Hein? Si vous avez compris ça, c'est que vous avez compris. Alors, seulement là, je dis ceci. Alors, donc, on appelle x2 et x3 les coordonnées de P dans le plan de la section droite. D'après l'hypothèse de Bernoulli, une section qui était plane avant déformation reste droite et plane après déformation. Donc, elle ne doit pas gauchir. D'accord? Elle ne doit pas gauchir lors de la déformation. Cela veut dire que le déplacement d'un point de la section droite est proportionnel à sa position par rapport donc à G, comme on appelle tout à l'heure l'axe neutre. D'après Hooke, comme la contrainte est proportionnelle à la déformation, cela veut aussi dire que la contrainte sera fonction linéaire de la position, tout simplement. Et je vais donc dire que sigma 1,1, c'est un K1 plus K2x2 plus K3 x3. Comme par définition, nous sommes en flexion pure, l'effort normal doit être comment? L'effort normal doit être nul. Et l'effort normal, c'est quoi par définition? C'est la somme de sigma 1 et S. Alors,
Et ainsi, vous ne vous rappelez plus. On a démontré ça la dernière fois, c'est-à-dire la définition des contraintes généralisées. D'accord? Si vous avez oublié, vous revenez ici. Le voici, le voici, le voici. Vous revenez ici. Voilà. D'accord? Hein? Qui est tout simplement la traduction, d'accord, de l'égalité des torsseurs. Quand vous faites une coupure, vous isolez un côté, que ce soit le côté droit ou le côté gauche. Alors, vous allez dire tout simplement que le torseur des forces intérieures équilibre le torseur des forces extérieures pour chaque partie. Et ça se traduit par ça, que nous avons démontré la dernière fois. Donc, voici pour l'effort normal, voici pour les deux efforts tranchants. Pour l'instant, ça ne nous occupe pas, puisque par définition, quand on est en flexion pure, l'effort tranchant est nul. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que sigma 1,2 et sigma 1,3 sont nuls. Okay. Maintenant, le moment de torsion est également nul. Donc, ça veut donc dire que nous allons nous intéresser à soit M2, soit M3. Okay? Donc, si c'est M2 qui est non nul, on va donc dire que M2 est égal à moins X3 fois sigma 1,1. Si c'est M3 qui est non nul, nous allons dire que M3 est égal à moins X2 fois sigma 1,1. Tout simplement. Alors, ici, nous disons donc que si, donc, à partir de sigma 1,1, nous écrivons que si à partir de sigma 1,1, si à partir de sigma 1,1, qui est une fonction linéaire de x2 et x3, c'est-à-dire que je peux écrire sigma 1,1 comme un k1 plus k2x2 plus k3x3. Si maintenant je projette, maintenant j'injecte ça ici, donc il faut multiplier tout simplement par ds. Comme K2 et K3 sont des constantes, sont des réels, donc je peux les sortir. Voilà, je peux les sortir. Or, la somme de x2 ds, c'est quoi? Ben, c'est justement ce que nous venons de voir. Ça, c'est un moment statique. Ça, c'est le moment statique. Ça, c'est le moment statique de quoi? Ça, c'est le moment statique de la section droite par rapport à... Et ça, c'est le moment statique de la surface par rapport à l'axe XD. Mais si vous regardez bien ici, ces axes-là passent par quoi? Si vous regardez bien ici, ces axes-là passent par quoi? Par G. Donc, ce sont des axes centraux. Non, centraux, pas principaux. Ce sont des axes centraux. Votre camarade s'est trompé là quand il a noté principaux. Ce sont des axes centraux, puisque ça passe par le centre de gravité. Et par définition, le moment statique par rapport à un axe central est nul. Absolument. Absolument. Donc, cela veut donc dire que ici, oui, là où il a mis principaux, là, non, là, il s'est trompé. Ici, là. Ici, là. C'est nul parce que ce sont des axes centraux, pas principaux. Ça, c'est nul parce que ce sont des axes centraux. Ils peuvent être principaux après, ça, on ne le sait pas. Mais pour l'instant, on sait qu'ils sont plutôt centraux. Et c'est pour ça que ces quantités-ci s'annulent. Or, si ces quantités-ci s'annulent, dans cette expression, ça veut donc forcément dire que K1 est égal à 0, puisque la somme de ds ne peut pas être nulle. Alors maintenant, donc, M2 est égal à ça et M3 est égal à ça. Bon. Alors, pareil, ça c'est quoi? Ça c'est un moment produit. Voilà. Par rapport à des axes centraux. Voilà. Absolument. Alors, ici, ça c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe XD. Absolument. Celui-ci, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe. Là, c'est par rapport à l'axe X2, ça, c'est plutôt par rapport à l'axe X3. Absolument. Et ça, c'est le moment produit. Alors, si les axes, alors ici, on précise, donc si les axes centraux sont également des axes de symétrie, alors les moments produits sont. À ce moment-là, on aura donc M2 qui sera égal à moins K3 I2 et M3 qui sera égal à K2 fois I3. OK? Alors maintenant, donc, ce que je suis en train de chercher, c'est la distribution des contraintes. À ce moment-là, ça veut donc dire que delta est égal à ça. Donc, parce que ici, voici, je suis en train de chercher K1, K2 et K3. J'ai déjà dit que K1 est nul. À partir d'ici, je peux dire que K3 est égal à moins, tandis que K2 est égal à
Maintenant, donc, si je viens injecter donc ça me donne donc ceci. Alors, ici, donc on précise que ça, c'est pour une flexion pure déviée. C'est-à-dire qu'en réalité, M2 et M3 sont tous les deux non nuls. Bien. Si nous sommes en flexion pure plane, un de ces termes-là disparaît. Il va rester soit M3 si M2 est égal à 0, soit M2 si M3 est égal à 0. Voilà. Maintenant, supposons par exemple que M3 soit différent de 0 et que M2 soit égal à 0. Ça veut donc dire que la distribution de contraintes, c'est ça, c'est M3 sur I3 fois X2. Donc ça, c'est la flexion pure là. Alors, qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut tout simplement dire que la contrainte normale est proportionnelle à la position par rapport à la position de P par rapport au point G, tout simplement. Donc, ça veut donc dire que quoi? Si ici, j'ai le point G, ici, j'ai par exemple X2, alors cette valeur-ci, c'est M3 sur I3 fois X2. On dit que le diagramme de contrainte normale en flexion est linéaire. On dit aussi que c'est triangulaire, parce que cette figure-là est un triangle. Donc ça, c'est le résultat essentiel à retenir. Donc, la distribution de contrainte normale en flexion est linéaire ou triangulaire. Et la valeur, c'est quoi? La valeur, c'est M sur I fois X. Ça, vous devez retenir cela. Vous devez absolument retenir cela. OK. Alors donc, si on vous demande donc de tracer le diagramme des contraintes normales en flexion, donc ça va faire quelque chose comme ceci. Le point où il y a, alors, à ce moment-là, alors, maintenant, comme on est en flexion, ça veut dire qu'en réalité, l'effort normal doit être nul. Or, je peux faire la force équivalente à ce système de contraintes. Je vais appeler ça NC. Je peux faire la force équivalente à ce système de contraintes. Je vais dire que ça, c'est NT. Alors, si N est égal à 0, ça veut donc dire que NC doit équilibrer NT pour que l'effort normal global soit nul. Bon, maintenant, alors, pour C et T, bon, là, ça va dépendre de comment ta poutre est fléchie. Alors, en général, le moment, si la poutre fléchit dans ce sens-ci, on va dire que la fibre supérieure est comprimée. Regardez cette poutre. OK. Elle prend une flèche, elle va prendre une flèche comme ça. La fibre supérieure sera comprimée et la fibre inférieure tendue. C'est pour ça que je mets ici, donc, ça, c'est la résultante des efforts de compression. Et ça, c'est la résultante des efforts de traction. Évidemment aussi, elle peut fléchir dans ce sens-ci. Peu importe. À ce moment-là, les fibres supérieures seront tendues et les fibres inférieures comprimées. Mais peu importe. Hein? Si on est en flexion pure, à ce moment-là, ça veut donc dire que N doit être égal à 0. Et donc, les forces globales de compression doivent équilibrer les forces globales de traction. OK. OK, maintenant, le point, ce point-ci, on va dire que le point qui n'est ni en compression ni en traction est défini l'axe neutre. C'est-à-dire, c'est un point qui n'est ni en traction ni en compression. Absolument. OK. Bien. Maintenant, une dernière formule. Bon. Après, maintenant, pour dimensionner maintenant la section, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que M, là, c'est la sollicitation agissante. Et sigma N, par exemple, c'est la sollicitation résistante. Bon, souvent, on va appeler cette contrainte la contrainte admissible. Contrainte admissible pour dire que quoi? C'est-à-dire que si la contrainte dans le matériau dépasse sigma N, alors le matériau va céder. Le matériau va être détruit. Parce qu'il faut que, rappelez-vous l'introduction, on dimensionne dans les meilleures conditions de sécurité, d'économie et d'esthétique. Ça, c'est la sécurité. Ça, c'est la sécurité. Si la contrainte est calculée,
si cette contrainte-ci que je viens de calculer dépasse la contrainte admissible, alors ce n'est pas bon. Donc, il faudrait donc que la contrainte admissible soit toujours supérieure à la contrainte qui résulte du chargement. Parce que le MSI, il ne faut pas oublier que ce MSI-là résulte du chargement, des actions. Voilà. D'accord? OK. Donc, la contrainte admissible doit toujours dépasser la contrainte agissante, on va dire. OK? Ça, c'est la contrainte résistante. Ça, c'est la contrainte agissante. C'est pour ça qu'on a dit que pour dimensionner les structures, il faut toujours que les sollicitations résistantes dépassent les sollicitations agissantes avec une bonne marge de sécurité. Voilà. Donc, ici, si je dis que je veux trouver le dimensionnement, ou bien le prédimensionnement, comme nous l'avons dit, ça veut donc dire que je dois trouver I sur V. Parce que, rappelez-vous, I, ça dépend uniquement des caractéristiques géométriques. V également, c'est la caractéristique géométrique. Okay? Ici. Évidemment, pour dimensionner, je dois trouver la sollicitation agissante extrême. Et nous avons vu que la sollicitation agissante extrême, c'est sur les fibres extérieures. C'est-à-dire que ici, V, c'est cette distance-ci. Là où j'aurai la contrainte agissante max. Absolument. À ce moment-là, on trouve donc que I sur V doit être supérieur à M sur sigma N. Absolument. Vous voulez qu'on arrête là aujourd'hui? C'est beaucoup? C'est même beaucoup. Bon, ok. Arrêtons alors là. Donc là, ça donne une idée donc de ça. Après, on va faire quelques TD aussi là-bas. Mais bon, la semaine prochaine, on revient à la MMC. Pour terminer la MMC et les vibrations. Pour ceux qui sont concernés par les vibrations, je vais finir donc la MMC et les vibrations. La semaine d'après, demain et vendredi, on fait le calcul de structure. Demain, jeudi. Vendredi. Demain, jeudi. Vous, c'est qui? Non, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Ça vous concerne pas. GC2, ça vous concerne. GC2, ça vous concerne. C'est le topo 3. Topo génie civil 3. Topo 3 n'est pas concerné, non? Si, topo 3 est concerné dans le sens où ils en auront besoin pour les vibrations. Calcul de structure, hein? Hein? Calcul de structure. Oui, calcul de structure, oui. Oui. Je vais bien faire calcul de structure. Oui, oui. Qui vient de faire? Faire calcul de structure. Oui. Ils en auront besoin pour bien comprendre les vibrations. Donc, demain et vendredi, calcul de structure, 16h. Les génies civils 2 et les topos 2 ne sont pas concernés parce qu'ils vont faire ça l'année prochaine. Par contre, mes mécaniques de milieu continu, tout le monde est concerné. Jusqu'au mécanicien. Jusqu'au mécanicien. Le mécanicien est là. Le mécanicien est là. Les mécaniciens sont là. Mécanicien 2. Mécanicien 3. Tous les mécaniciens doivent être. Hein? Tous sont où? Donc, demain, 16h. Allez. Hein? Question? Question? Hein? Ceux qui n'ont pas les supports, il faut voir avec vos cordeaux. Il faut voir avec vos cordeaux. Les cordeaux vont vous inscrire sur les groupes, dans les groupes, et pour partager les fichiers. Les fichiers sont sur les groupes depuis lundi soir. Oui, mais on n'a pas les vidéos de lundi. On n'a pas eu les vidéos de lundi. Hein? On n'a pas eu les vidéos de lundi. Allô? Le quoi? Les vidéos de lundi. Oui, on va vous envoyer. Oui, le fichier de l'exercice, on va vous envoyer. C'est bon. Il n'y a pas de problème.